Bon, bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui App Engine, donc avec un peu de live coding. Donc déjà la première question, c'est App Engine, qu'est-ce que c'est? App Engine, c'est pas exactement un hébergeur, c'est pas non plus un framework, c'est un peu des deux. Du coup c'est un peu bizarre. En fait l'idée c'est de prendre votre application et de la mettre dans le cloud de Google pour qu'elle soit disponible. Gérer des serveurs, gérer des instants, gérer le provisioning, tout ça, on s'en fout. Vous prenez votre application, vous l'envoyez à Google, Google la rend disponible. C'est ça qui est pratique. Le gros intérêt, c'est que du coup, au niveau DevOps, ça simplifie beaucoup de choses. Déjà, vous voulez mettre du load balancing, pas un problème, c'est une case à cocher. De toute façon, elle est cochée par défaut. Vous voulez avoir plus d'instances, c'est un slider à déplacer pour avoir plus d'instances, pas un problème. Vous voulez mettre en place du A/B testing, faire un truc super compliqué, c'est une case à cocher, pareil. Vous voulez que votre contenu fixe soit dans un CDN, vous n'allez pas vous embêter avec un script de déploiement, c'est de la config. Vous voulez rajouter des crons, parce que avoir une app qui répond aux requêtes HTTP c'est bien joli, mais des fois on a besoin qu'elle fasse des choses toute seule. Les crons c'est du code. Donc c'est versionné avec votre app. Ça marche tout seul. Vous voulez faire des montées de version, c'est pareil, ça se fait très facilement, je ferai une démo de ça juste après. Du coup je vais vous montrer comment est-ce qu'on commence un projet avec App Engine. Alors la première étape, c'est de créer le projet. Donc pour ça, c'est très simple, il suffit d'avoir un compte Google. On en a tous un, de l'autre côté. Et d'aller sur la console des développeurs Google. Voilà. Alors là, à noter que je suis connecté avec mon compte Théodo, mais en fait n'importe quel compte, ça marche avec n'importe quel compte. Du coup, pour prouver ça, je vais passer sur mon compte perso. Voilà. Et on va créer un projet. Alors, le projet, donc par exemple on va appeler Théodo formation. Voilà. Très bien. Et puis tant qu'à faire, on va dire qu'on préfère qu'il soit hébergé en Europe, parce que du coup c'est plus près, donc moins de latence, donc c'est mieux. Et on crée. Donc ça prend un petit peu de temps pour le créer. En attendant, je le crée moi, en local. Ouais. Ça va. Non, ça va aller. Il faut que je me retourne en Google de toute façon. Voilà, alors j'espère que ça va être si gros. Est-ce que c'est gros? C'est bon? Donc l'idée c'est que App Engine on peut développer en 4 langages. Il y a du Python, il y a du PHP. Ok. Mieux. Donc, comme je disais, il y a 4 langages possibles pour développer sur App Engine. Donc, il y a du PHP, il y a du Python, il y a du Go, c'est un langage propre à Google, et il y a du Java. Il n'y a pas de JS. Est-ce qu'il y a une timeline d'avoir le JS ou pas du tout? Je ne sais pas. En fait, quand j'en faisais, c'était il y a un petit moment, le Go et le PHP, c'était encore bêta, ça commence à se déployer. Maintenant, le PHP commence à être stable. Le Go aussi. Je ne sais pas vers quoi ils vont s'étendre après. Donc, comme je sais qu'il y a des gens ici qui aiment bien le Python, d'autres qui aiment bien le PHP, j'avais pas envie de faire du jaloux, du coup je vais le faire en Java. Donc, l'idée c'est en fait pour commencer, on est censé commencer par télécharger un SDK. Moi j'aime pas télécharger des SDK, donc j'utilise un petit logiciel qui permet de développer des projets en Java. Ça s'appelle Maven, c'est l'équivalent de NPM en fait pour Node.
côté. Voilà. Voilà, alors c'est gros, donc il y a l'air d'avoir beaucoup de choses. En fait, là, je suis en train de dire que je crée un projet de type App Engine. Ici. Et j'ai besoin de renseigner l'identifiant de l'application. Donc moi, c'est Théodo. Formation. Oui. Alors, je veux une application vide. Une version récente. Alors bien sûr, comme c'est du Java, c'est très verdeux. Donc du coup... Et voilà. Et donc là, ça va prendre un petit peu de temps parce qu'en fait, je vais télécharger le SDK. Ouais, alors, en fait, si je me mets dans le bon dossier, ça marche mieux. Dans le bon dossier, ça a tendance à mieux marcher. J'ai encore lancé les commandes. Alors l'idée en fait comment ça se présente, parce que même si l'internat j'ai quand même une architecture de base. Du coup, j'aurais pas dû faire ça. Une mauvaise idée. Voilà. Comment est-ce qu'on zoome sur Atom? Ça va être dur. Vraiment rien. Font size. Je vois rien. L'idée c'est que j'ai... Alors là on est dans le cadre du Java, mais je vais avoir un dossier web app qui va être en fait à la racine de mon application. Donc ça va être un dossier dans lequel je vais pouvoir mettre du HTML, du JavaScript, et qui va servir d'accueil. Pour l'instant j'ai rien dedans. Et si j'ai quand même ça. En fait ça change que la taille de l'éditeur, c'est pas le truc. Qui me décrit en fait mon application. Rien de particulier. Du coup, pour commencer, je vais peut-être commencer par créer un index. Voilà. Si je savais écrire, ça serait mieux. Voilà. En attendant, oui, il a terminé. Du coup, on relance. Oui, alors à noter que les dev servers, en tout cas en Java, il me semble qu'en Python c'est la même chose, j'ai pas comme en PHP, ne gèrent pas le hot reload. Par contre, c'est extrêmement facile de rajouter ça dans une tâche gulp pour combler la fonctionnalité manquante. Voilà. Donc, voilà, j'ai mon app qui tourne en local, donc avec le petit fichier index que j'ai créé rapidement. Donc maintenant, l'idée c'est de déployer ça.
Pour ça, le SDK fournit des commandes pour déployer directement. Alors là, l'idée, c'est qu'il ne va pas y arriver, parce qu'il ne sait pas avec qui faire l'upload. Donc là, c'est très simple. J'ai utilisé mon compte perso. J'ai envie d'autoriser App Engine à savoir qui je suis. Et pour utiliser le service Cloud Platform, App Engine est une partie du Cloud Platform. Donc je lis auto et je récupère un code. Donc, je tape un code. Voilà. Si on zoome un petit peu et qu'on va sur l'URL, donc c'est Théodo. Enfin, voilà. Donc en fait l'URL du projet sur lequel il est déployé, c'est l'identifiant du projet.hubspot.com. Donc là j'ai mon projet qui est disponible pour tout le monde. Vous voulez sur cette URL, ça va charger aussi. Voilà. Conclusion. Je suis en prod. Alors pour l'instant j'ai une app qui est assez basique, c'est juste un index HTML avec un titre. Maintenant la question qui se pose c'est comment est-ce que j'aimerais bien pouvoir stocker des données sur cette app, j'aimerais bien avoir quelque chose d'un petit peu dynamique. Et qu'est-ce que je peux utiliser? Alors Google permet de se connecter à d'autres services de la Google Cloud Platform, en particulier il y a du MySQL pour ceux qui veulent faire du MySQL. On peut se connecter à Bigtable, qui est une base de données un petit peu particulière de Google, qui permet de gérer des très gros volumes de données. Et il y a le Data Store. Donc le Data Store, c'est un petit peu le mode préféré. C'est une base de données NoSQL qui est très bien connectée à App Engine. Et qui a les propriétés suivantes. Donc si on prend le théorème CAP, donc c'est la alors je note, Consistency, Availability et Partition. Donc Availability bien sûr, la base de données est disponible, on peut toujours faire des requêtes. Partitioning, oui bien sûr. Le data store est en fait répliqué dans plein d'instances différentes. C'est comme pour App Engine, vous n'avez pas besoin de vous soucier si vous avez des instances qui tournent, où est-ce qu'elles sont. On s'en fout, c'est App Engine qui s'occupe de ça pour vous. Pareil pour savoir combien d'instances il faut pour tenir votre base de données. Pas besoin de s'en occuper. Par contre, forcément si on a les deux dernières propriétés, on ne peut pas avoir la première, c'est-à-dire qu'on n'a pas la consistance. C'est-à-dire que si je fais une requête, ma réponse va dépendre du nœud sur lequel je tape. Le data store propose par contre en échange l'eventual consistency. Donc l'eventual consistency, c'est qu'au bout d'un moment, les requêtes vont finir par converger vers le même résultat. Alors c'est pas du tout trivial, il y a un algorithme qui s'appelle l'algorithme de Paxos qui s'occupe de faire ça. Il y a un white paper de Google de 30 pages, sans graphe, sans dessin. Super bien. J'ai lu les 3 premières. Qui explique ça. Une conséquence de cette eventual consistency, c'est que par exemple, vous avez un utilisateur qui, je sais pas, vous avez par exemple un blog sur App Engine, qui crée un post. Il recharge la page, et là, il a peut-être pas tapé sur la même instance, du coup, il va peut-être pas avoir la page. Ça peut être un problème. Du coup, heureusement, il y a une solution qui existe, ça s'appelle le Memcache, qui est un autre type de base de données qui est aussi très bien intégré à App Engine. Donc le Memcache est une base de données volatile, c'est-à-dire que vous enregistrez vos données là-dedans, et la seconde d'après, 10 minutes après, une demi-heure après, vous ne savez pas, elles vont disparaître. Elles vont virer au bout d'un moment. Vous pouvez sauvegarder simplement des clés valeurs. En fait, l'idée c'est que ça permet de mettre en cache. Donc, par exemple, je crée mon post, je le mets tout de suite dans le même cache. Comme ça, la prochaine fois, ça tapera dans le même. Le temps que les données soient devenues consistentes sur le data store, je tape dans le même cache. Donc, du coup, j'ai l'impression que tout marche bien. Il y a pas mal de bibliothèques qui permettent de gérer ça automatiquement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous écrivez dans le data store, il met dans le même cache. La question maintenant qui se pose, c'est d'accord, j'ai mis en prod. Comment est-ce que je fais pour un serveur de validation? Est-ce que je suis obligé de créer une autre application? Et si je veux avoir une pré-prod, comment est-ce que je fais? Si j'ai envie que mes données soient synchronisées, est-ce que c'est possible? La réponse est oui. Parce qu'en fait, si on revient au tout début, on a une application qui est mise dans le cloud. Et Google permet d'avoir plusieurs versions de cette application différente, disponibles en même temps.
Et donc on peut très bien demander à taper l'une, puis l'autre. Donc je vais vous faire une démo de ceci. Ce que vous allez voir, c'est assez puissant comme fonctionnalité. Voilà, donc là j'ai mon application sur laquelle il est Théodoform, et je veux avoir une version 2. Par exemple, je dis que c'est la version 2. Alors. Et j'ai besoin de lui dire qu'il va falloir le déployer ça sur une autre version de l'application, puisque si je déploie normalement ça fait juste un update. Et alors ça c'est là-dedans en fait. Voilà, je dis que c'est la version 2. Alors je peux taper n'importe quoi là-dedans. De RC1 par exemple si j'ai envie. Je pourrais taper pré-prod, je pourrais taper intégration, je pourrais taper petit poney. Tout marcherait. Voilà, et il me reste à déployer. Bon, bien sûr, on peut imaginer une tâche gueule qui viendrait modifier ça comme il faut. Il y a même moyen, dans la commande là, que je viens de lancer, de passer comme argument les numéros de version qu'on veut avoir effectifs. Je ne l'ai pas retrouvé à temps, en fait, tout simplement. Donc du coup, je le fais de façon safe, parce que je sais que comme ça marche. Voilà, donc j'ai une deuxième version qui est déployée. Et donc si je vais sur le navigateur, j'ai ici, si je recharge, toujours ma version avec juste Théodoform, ma version 1. Et si je vais sur 2-RC1, et ça ne marche pas, parce que je l'ai bien appelé 2-RC1. Est-ce que tu as essayé de garder Bonne idée. Du coup, en fait, avant d'aller regarder ça, je vais vérifier. Console Théodoform. J'ai bien une version 2 RC1. Mais ça. Oui, bien sûr, App Engine vous propose un dashboard qui vous lui permet de récupérer facilement vos erreurs version par version. Ainsi que d'avoir des logs, tout ce qu'il faut. Donc en effet, j'ai peut-être pas sauvegardé quand j'ai fait la modification du titre. Faire ça tout de suite. Ouais, en effet, ça n'était pas sauvegardé. Voilà. Si je recharge, j'ai ma V2. Donc ça marche. Maintenant, mettons que ma V2 tout le monde soit content et que je décide que ça devienne la version par défaut, puisque en fait, pour l'instant, si je ne choisis pas de version, j'arrive à la V1. Donc pour ça, c'est extrêmement facile. Il suffit d'aller dans ces versions et de dire que celle-là, là je clique. Non. Je vais y arriver. Appliquer par défaut. Et voilà, j'ai fait ma montée de version. Zéro downtime, bien sûr, puisque tant que ça c'est pas terminé, les gens vont taper sur la version 1. Pendant que c'est fait, les gens peuvent taper éventuellement sur la version 2 le temps que ça réplique. Une fois que c'est terminé, les gens arrivent automatiquement sur la version 2. Si je vais pour vérifier. Voilà, je suis sur la version 2. Il y a d'autres choses qui peuvent être faites avec cette fonctionnalité. Par exemple, je peux très bien dire à App Engine par la même interface de mettre la version 1 et la version 2 en parallèle avec 50% de chance d'envoyer un utilisateur vers l'un ou vers l'autre. Donc bien sûr, vu que derrière j'ai des stats qui sont séparés, ça permet de faire du A/B testing très facilement. Et après, éventuellement, de choisir l'une des deux versions que j'ai envie de pousser. Tout à l'heure, je parlais du data store. Il faut savoir que les valeurs du data store sont partagées entre toutes les versions d'une même application. Du coup, ça, pour la montée de version, du coup, on ne perd pas de données.
Et en parlant du data store, parce que je ne vais toujours pas montrer à quoi ça ressemblait, ce qu'on pouvait faire avec. Alors je ne vais pas le faire avec le petit exemple que là je viens de faire avec juste un fichier index parce que ça prend un tout petit peu de temps et personne n'a envie de me voir faire du Java. Alors, du coup, je vais reprendre une petite application que j'ai faite. L'idée c'était de pouvoir stocker des chaînes de caractères et des traductions de ces chaînes de caractères. Hop là. Voilà, donc on retrouve, alors même si on y voit que dalle, c'est à peu près la même architecture. Donc pareil, j'ai une web app avec un fichier index sur lequel j'ai rajouté un petit peu de Bower pour gérer Angular, pour gérer des petits trucs. Du coup, si je la lance en local, à noter bien sûr que quand je lance le dev server en local, j'ai automatiquement une version du data store qui est lancée en local avec son stockage local pour pouvoir tester mon application. Qui va d'ailleurs, je viens de m'en souvenir, pas marcher tout de suite. Tout simplement parce que j'ai oublié de mettre des valeurs dans le data store en local. Est-ce qu'il y a façon de reprendre ce que tu as en prod? Oui. Il y a des façons de prendre ce qu'il y a en prod, mais c'est long et plutôt j'ai montré que mon application fonctionne en local. Ça va être tout aussi rapide. Et un peu plus rigolo. Pourquoi est-ce qu'il me fait ça? Moi, j'étais au bon endroit. Donc on m'a fait avoir par le cache. Du coup. Non, le data store permet, enfin le App Engine permet en local d'avoir une petite interface de développement sur laquelle je peux aller voir des trucs assez utiles. En particulier ce qu'il y a dans le data store. Alors là on voit que par exemple j'ai un objet dans le data store. Du coup j'ai une version de l'application. Peut-être que j'ai écrit Théodoform aussi dans l'autre application, ça ne m'étonnerait pas de moi. Du coup... Non, c'est pas ça du tout. Voilà. Problème de cache, forcément. Donc voilà. Une petite application sur laquelle les données viennent du data store. Donc qui n'est pas du tout terminé, je ne peux pas modifier les données pour l'instant. Donc bien sûr cette application là elle se déploie comme les autres. Et je peux bien sûr, là j'ai été inspecter le data store en local, je peux très bien aller l'inspecter à distance en utilisant la développeur console. Là c'est la suite. Et tout ça c'est bien, mais data store c'est pas non plus tout rose. Il y a des insights forcément. Le premier, ça vient du modèle, en fait. L'idée, c'est que c'est une application qui est dans le cloud, dans laquelle on ne se soucie pas de l'instance. Et ça a un impact. L'application doit être stateless. En théorie, c'est bien. En pratique, ça veut dire qu'il n'y a pas de file system. Donc, ça veut dire que si vous voulez gérer, par exemple, l'upload d'un fichier, vous ne pouvez pas le sauvegarder en local, vous ne pouvez pas le sauvegarder quelque part parce qu'il n'y a pas de file system. Vous voulez utiliser un framework que je ne nommerai pas, en PHP, qui a besoin de créer du cache en local, il ne peut pas, il n'y a pas de file system, il ne peut pas créer de fichier de cache.
Bon, pour ceux qui aiment Symfony 2, Google maintient quand même une version de Symfony 2 spéciale à jour pour pouvoir fonctionner sur Symfony en utilisant des API de Google plutôt que du stockage local. Voilà. Alors j'ai jamais utilisé. Du coup, je ne peux pas dire si vos bundles préférés marcheront. Je ne peux pas dire à quel point est-ce qu'elle est maintenue à jour. Mais ça existe, c'est possible, mais ça demande un petit peu de travail. En parlant de ça, des API, donc cette API pour stocker des fichiers, si on a besoin de le faire autrement qu'en Symfony, bien sûr que s'il n'y a pas de file system local, il y a quand même des moyens de s'en sortir. Il y a la solution un peu crade, mais qui marche, d'encoder le fichier, de le stocker directement dans un champ, dans une base de données. J'ai déjà fait, ça marche bien, particulièrement crade. Sinon, il y a l'autre solution, qui est pas mal préconisée par Google, qui est d'utiliser un service de la Google Cloud Platform, qui s'appelle Google Cloud Storage, qui permet de stocker des fichiers, d'uploader des fichiers en streaming, ce que vous voulez, et qui propose une API qui est déjà très bien faite, qui s'intègre extrêmement bien avec App Engine. Il y a un snippet de code à rajouter dans votre code pour un formulaire qui fait du upload dans Google Cloud Storage et qui déclenche une hook sur votre application. Tout ça marche très bien. Un autre petit problème, alors je sais que personne ne fait ça à Théodo, mais comme il n'y a pas d'instance, il n'y a pas moyen de se connecter en SSHFS sur une instance pour modifier directement le code en production pour tester des trucs. Ça ne marchera pas vu qu'il n'y a pas d'instance, on travaille sur des applications. Une autre question qu'on m'a posée assez souvent pendant que je répétais cette présentation, c'est mais là tu as une démo sur laquelle tu as déployé sur des vrais serveurs, sur des trucs qui sont disponibles, combien ça t'a coûté? C'est très simple, ça ne m'a rien coûté. App Engine en fait fournit pour chaque projet un certain quota d'heures d'utilisation gratuite. Donc c'est 28 heures d'instance par jour que l'on peut utiliser. Voilà, normalement les gens se disent 28 heures par jour, attends il y a un petit problème dans le calcul. En fait c'est très simple, c'est 28 heures d'instance, c'est-à-dire que si vous avez deux instances, vous pouvez les faire tourner 14 heures par jour, les deux en parallèle. Petit rappel sur exactement comment ça fonctionne. Quand j'upload une application dans le cloud de Google, c'est pas j'ai une instance qui a mon application qui attend qu'il y ait des gens qui viennent. C'est je upload mon application, elle est stockée dans un sort de fichier. Fini. Lorsque quelqu'un demande à accéder, Google démarre une instance, met l'application dessus et sert la requête. Donc ça peut entraîner un petit temps de latence sur la première réponse. Heureusement, il y a des moyens de s'en sortir en disant par exemple à Google de toujours garder au moins une instance qui ne fait rien. Et dès que cette instance commence à recevoir du trafic, Google lui dire d'en démarrer une deuxième pour prévoir la suite. Donc tout ça c'est bien sûr configurable en fonction de combien vous avez envie de payer, combien d'instances vous voulez maximum pour pouvoir absorber un pic de latence, combien de latence maximum vous autorisez à avoir un utilisateur. C'est-à-dire que Google en fait démarre des nouvelles instances pour servir votre application si jamais il y a tellement de demandes qu'une instance, enfin que le nombre actuel d'instances n'arrive pas à les servir en moins d'un certain temps que vous avez fixé. Donc comme Google propose donc une certaine partie de ce quota en gratuit, du coup ça ne coûte rien tant qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont sur l'instance. Ça permet notamment de faire du développement sans commencer à vraiment payer l'hébergement. On va passer aux questions si vous en avez. Sinon on peut les manger. Oui. C'est quelqu'un qui s'amuse à se déplacer un serveur, parce que ça va payer une fortune. Alors, oui et non, pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il est possible de mettre un plafond. C'est-à-dire de dire, mon application, je ne veux pas dépenser plus de 50 $ par mois. Et dès qu'on va s'approcher de ça, Google va commencer à envoyer des alarmes en disant, attention, vous commencez à approcher du plafond, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est que App Engine fournit un service de protection contre les DDoS. Donc il est possible de rajouter une whitelist, sachant que c'est des whitelists qui vont être bloquées au niveau de Google, pas au niveau de votre application. Ce qui fait qu'en fait, il n'y aura pas d'instance qui sera démarrée pour servir la requête indésirable, puisqu'en fait, ça va être bloqué avant. C'est aussi l'autre avantage d'être derrière Google pour héberger son application. Et bien sûr, on ne paye pas donc de la même façon. Le serveur qui s'occupe de décider pour le load balancing vers qui balancer quelle requête, c'est hébergé par Google, c'est pas payé par nous en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Au niveau de Java, je sais qu'à un moment, tu ne pouvais pas importer tes propres librairies, tu devais utiliser celles de Java. Je ne sais pas du coup si c'est le même travail sur ton langage. Alors Java, ça a pas mal bougé. C'est compatible avec
une partie des librairies, il y en a une partie qui ne marcheront pas, tout simplement parce que si on essaye de faire par exemple un java.io.filesystem, n'importe quoi, ça va planter magnifiquement, parce qu'ils utilisent une JVM un petit peu particulière. Ils ont fait une liste exactement de tous les packages qu'ils autorisent pas. Du coup, en fait, pour toutes les librairies, c'est un peu la même chose. Il n'y a pas de garantie sur... Enfin, il faut se renseigner un petit peu avant pour savoir si ma librairie préférée, est-ce que je peux l'utiliser ou pas. Généralement, si elle fait des IO sur le file system, c'est mort. Voilà. Sachant que le paradigme pour Google, c'est plus de... Enfin, l'idée, quand on développe, c'est plus de créer des applications from scratch et d'essayer de les faire les plus légères possibles, parce que si l'autre intérêt, c'est comme s'il y a un nouveau serveur qui démarre à chaque fois pour servir une requête, plus il démarre vite, mieux c'est. Et donc plus l'application est légère en termes de dépendance, mieux c'est. Oui. Peut-être, je ne sais pas. Je sais qu'ils s'intéressent alors ils s'étaient beaucoup intéressés par Python à une époque. D'ailleurs, pendant une époque, l'App Engine Python était la mieux développée. Depuis, Python est tombé un petit peu en disgrâce du côté de Google. Et on a vu un petit ralentissement. J'ai checké, ils disent tout pour lancer ta propre machine virtuelle avec Node. Ouais. Alors, autre chose, ça c'est totalement différent. Sur la cloud platform, il y a plein de services. Il y a notamment comme PyEngine, qui est l'équivalent d'AWS, mais une version Google. Et là, l'idée c'est vraiment d'avoir des machines virtuelles classiques. Tu peux faire du SSH dessus, tu peux en avoir plein, tu peux faire ce que tu veux avec. C'est un autre produit qui est quand même pas mal lié avec App Engine. Il y a notamment des bindings qui sont faits pour pouvoir démarrer des machines virtuelles avec App Engine. Si par exemple on a besoin de faire du traitement vidéo, qu'on a envie de démarrer 300 VM histoire de faire du Hadoop dessus. Il y a des hooks qui sont faits pour que ça soit faisable facilement depuis App Engine, en utilisant les mêmes credentials sur le même projet. Donc du coup ça permet d'avoir au niveau de la facturation une facture unique qui détaille à chaque fois ce qui coûte.